Ne te trompe pas. La plupart de ce qui te prive de paix n'est pas à l'extérieur, mais dans ta tête. Ce n'est pas le patron, ce n'est pas le trafic, ce n'est même pas cette erreur qui ne cesse de te poursuivre. Le véritable piège est la manière dont tu interprètes et permets à chaque détail extérieur de te tirer, comme si tu étais un simple spectateur de ta propre vie. Tu as vécu des années en croyant que contrôler l'extérieur est la clé, mais je te le dis clairement. Le seul contrôle réel commence et se termine dans ton esprit. Si tu dépends de la météo, de l'humeur des autres, de tes caprices émotionnels, tu te condamnes à être prisonnier de circonstances que tu ne maîtriseras jamais. Le stoïcisme n'est pas une mode ni une échappatoire, c'est un entraînement mental pour cesser d'être l'otage de ce que tu ne peux pas changer et commencer à gouverner ce qui t'appartient vraiment, ton caractère. Cela fait mal de l'admettre, mais une grande partie de notre souffrance est auto-imposée, un coût psychologique que nous payons chaque fois que nous choisissons de réagir comme des automates et non comme des êtres conscients. La liberté intérieure exige de renoncer au confort des excuses et d'accepter que l'essentiel ne se négocie pas et ne se remet pas à plus tard. Le caractère est ton refuge le plus sûr, le reste est emprunté. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 leçons dures, pratiques et directes pour cesser d'être victime de tes impulsions et commencer à forger un esprit fort, serein et véritablement libre. N'attends pas de formules magiques, attends des vérités inconfortables. Voici le début de l'entraînement. 1. Maîtrise ton esprit avant le monde. La réalité est inconfortable. Ton plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Peu importe combien tu t'efforces de changer ce qui se passe dehors, tant que ton esprit est un chaos, ta vie sera le reflet de ce désordre. Cessons de chercher des excuses et de blâmer les autres ou la chance pour ce qui nous arrive. Si ton humeur dépend de l'humeur des autres, des nouvelles du jour, du trafic ou de la météo, alors tu es esclave de tout, sauf de ta volonté. Jusqu'à quand vas-tu continuer à justifier tes réactions, ton anxiété ou ton manque de contrôle ? L'autotromperie est addictive et la plupart préfèrent le confort de ne pas regarder à l'intérieur plutôt que de faire face à la vérité de leur propre faiblesse mentale. Personne ne va te sauver de tes propres pensées, ni le temps, ni les circonstances, ni la promesse d'un changement externe. Si tu n'es pas capable de gouverner ce qui se passe dans ta tête, tu seras toujours un otage de ce qui se passe dehors. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie, ni des phrases de calendrier. C'est un entraînement brutal. C'est le travail constant d'identifier les filtres déformés par lesquels tu interprètes le monde et de les remplacer par un jugement clair et volontaire. Maîtriser l'esprit est l'opposé de se laisser emporter par des impulsions, des plaintes ou des caprices émotionnels. C'est avoir la discipline de choisir la réponse, pas la réaction. Sois honnête. Combien de fois as-tu permis qu'une émotion passagère te vole la paix pendant des heures, voire des jours ? Chaque fois que tu cèdes le contrôle de ton humeur à quelque chose d'extérieur, tu paies un prix et cette facture s'accumule. La dette émotionnelle que tu portes pour ne pas mettre de l'ordre dans tes pensées est la cause de ton insatisfaction. Personne ne te doit la sérénité. Personne ne va t'offrir de la force. Toi seul peux décider de ne plus être une victime de tes propres mécanismes automatiques. L'esprit s'entraîne ou se fane. C'est aussi simple que cela. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement. Il faut le pratiquer chaque jour, dans chaque interaction, face à chaque obstacle. La clarté mentale ne tombe pas du ciel. Elle se construit avec des décisions difficiles et des renoncements conscients. L'autocontrôle est la base de la véritable liberté. Si tu ne peux pas te gouverner toi-même, tout le reste est accessoire. Prends la responsabilité de ton propre caractère. Cesse de mendier de la validation ou d'attendre que le monde s'adapte à tes désirs. Le véritable pouvoir commence lorsque tu choisis de ne pas réagir à tout ce qui te secoue. Maîtrise ton esprit avant le monde, car celui qui ne se commande pas lui-même ne commande rien. Voici la vérité. Ta vie dépend de ta discipline mentale, pas de la chance. 2.
Sépare les faits des interprétations émotionnelles. Quelqu'un ne répond pas à un message. Tu ressens cet inconfort immédiat, l'impulsion automatique de combler le silence avec des interprétations. Il est sûrement fâché. Je ne l'intéresse plus. J'ai mal agi. Ce qui se passe dans la réalité est simple. Un message sans réponse. Mais l'esprit, entraîné à dramatiser, fabrique des histoires complètes à partir d'un minimum de données. C'est ici que se révèle le piège, notre tendance à confondre les faits avec des jugements émotionnels. Si tu ne t'entraînes pas à faire cette distinction, tu finiras par vivre dans un film que tu écris toi-même, mais qui coïncide rarement avec ce qu'il est vraiment. Le mécanisme est subtil et presque invisible. Un geste, un mot, une pause, n'importe quoi suffit pour que le vieux schéma s'active et que tu commences à interpréter tout à travers des filtres contaminés par l'insécurité, les attentes ou les blessures non résolues. Le résultat est prévisible. Anxiété, ressentiment, colère. Tu vis en réagissant non à ce qui se passe, mais à ce que tu crois que cela signifie. Si tu veux vraiment de la clarté et de la sérénité, tu dois disséquer chaque situation. Qu'est-ce qu'un fait? Qu'est-ce qu'une interprétation? Le fait est qu'ils n'ont pas répondu à ton message. Tout le reste est une construction de ta part. Le fait est qu'il pleut. Ce que tu interprètes sur la pluie, ce que tu y projettes, aujourd'hui va être une mauvaise journée. Tout se complique. N'est pas la réalité. C'est un commentaire mental. Le stoïcisme enseigne à interrompre ce réflexe, à mettre en pause la machinerie d'interprétation automatique. Écrire la différence entre ce qui se passe et ce que tu penses de ce qui se passe est un exercice brutalement honnête. Tu découvres à quel point ta souffrance est optionnelle, à quel point tu es devenu accro aux récits émotionnels qui te dépouillent de ton pouvoir. Le défi consiste à ne pas te laisser kidnapper par la première émotion qui apparaît, à ne pas considérer comme vérité absolue l'histoire que ton esprit fabrique en quelques secondes. Séparer les faits des interprétations n'est pas se refuser à ressentir, c'est se refuser à être manipulé par tes propres distorsions internes. L'esprit indiscipliné transforme chaque contretemps en une catastrophe personnelle, mais ce n'est qu'une habitude apprise. Tu peux commencer à la briser chaque fois que tu pratiques cette séparation. Il suffit de te demander « Que se passe-t-il réellement ? Quelle partie de tout cela est juste ma réaction ?» Ici, il ne s'agit pas de résignation ni de froideur, mais d'honnêteté radicale. L'autoliberté commence lorsque tu oses voir ce qui est, pas ce que tu imagines ou crains. La douleur inutile est toujours une interprétation. L'esprit est ton terrain d'entraînement, pas ton bourreau. Ce que tu ne distingues pas te gouverne. Là où il y a interprétation consciente, il y a pouvoir. 3. Choisis de répondre, ne réagis pas. Je ne vais pas le déguiser. Parfois, je ressens l'avalanche de la réaction avant même de pouvoir l'arrêter. Un mot mal placé, un regard que j'interprète comme du mépris, un petit contretemps, et la machinerie interne s'active déjà. Le corps répond, l'esprit justifie, le vieux schéma d'impulsion demande de l'espace. Il n'y a rien d'héroïque ni d'épique dans ce premier mouvement automatique. C'est l'inertie d'années de conditionnement. Si l'on observe avec honnêteté, on remarque que dans chaque réaction, il y a un abandon immédiat de la souveraineté personnelle. C'est comme si, pendant un instant, tu cédais la clé de ton caractère à ce qui se passe à l'extérieur. La réaction est toujours le chemin le plus court, le plus confortable et le plus coûteux. Chaque fois que tu te laisses emporter, tu ne décides pas, tu ne fais que répéter. Tu suis simplement le chemin qui exige le moins et facture le plus. La réaction est bon marché, mais elle te coûte cher. Le problème est structurel. Nous confondons vitesse avec efficacité, spontanéité avec authenticité, intensité avec courage. Mais derrière chaque réaction automatique, il y a une chaîne de causes. La peur de perdre le contrôle, le besoin d'avoir raison, l'habitude de défendre l'ego comme si c'était la dernière frontière de la dignité. Ce sont des mécanismes qui se nourrissent de la paresse mentale et du désir d'éviter l'effort de penser avant d'agir. Si tu ne les identifies pas, ils te gouvernent. Si tu ne les entraînes pas, ils te fragilisent.
La différence entre réagir et répondre est la différence entre être un reflet conditionné ou un individu conscient. Réagir, c'est être esclave de l'extérieur. Répondre, c'est exercer sa propre maîtrise. Voici le point critique. Il y a un espace minimum, parfois à peine perceptible, entre le stimulus et l'action. Cet espace est la seule propriété privée que tu as, le terrain où se joue ta véritable liberté. C'est là que naît la décision qui sépare ce que tu es de ce que tu ne fais que répéter. Répondre ne signifie pas réprimer ni nier ce que tu ressens. Cela signifie examiner avant d'agir, mettre sur pause le pilote automatique et te demander, même en silence, est-ce que ce que je suis sur le point de faire me représente ou ne fait que répéter le même scénario de toujours? La réponse consciente exige un investissement. Attention, remise en question, discipline émotionnelle. C'est pourquoi si peu de gens la pratiquent. Parce que choisir de répondre implique de payer le prix du délai, de supporter l'inconfort de l'autocontrôle et d'accepter la responsabilité des conséquences de ce que tu décides. Sans cet exercice, ta vie entière est hypothéquée à des impulsions extérieures et à des habitudes héritées que tu n'as jamais remises en question. La force ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité de choisir la réponse qui te construit, pas celle qui te détruit. Répondre est un privilège acquis, pas un accident. La réaction te vole du pouvoir, la réponse te le rend. Si tu veux vraiment la liberté, commence par conquérir cet espace entre le stimulus et ta décision. L'autocontrôle est le seul luxe qui ne dépend de personne. Il n'y a pas de raccourci. Tout ce que tu ne maîtrises pas te maîtrise. 4. Fais du caractère ta possession principale. Pense au caractère comme une pièce sculptée dans la pierre, non comme un masque flexible que tu changes selon l'occasion, mais comme une structure qui résiste au poids de la vie. Chaque jour, le monde te lance des fragments, des opinions extérieures, des provocations, des compliments, des opportunités faciles de trahir ce que tu dis être. Tu peux voir ces moments comme des coups de ciseaux ou comme des tentations qui érodent la forme de ton caractère. Les gestes les plus petits, ceux que personne ne voit, comment tu traites celui qui ne peut pas te rendre la faveur, la fermeté de ta parole quand il serait simple de te rétracter, la manière dont tu soutiens la vérité, même si cela te met mal à l'aise. Ce n'est pas ce que tu as, ni ce que tu montres, ni ce que tu parais. C'est ce qui résiste quand tout ce qui est accessoire s'effondre. Le caractère est le seul bien que tu ne peux pas perdre par accident. Tu ne l'abandonnes que par négligence ou lâcheté. C'est ainsi que se mesure ta valeur, non par les applaudissements, mais par ce que tu fais quand personne n'applaudit. Il y a une différence brutale entre accumuler des possessions et construire un caractère. La première est légère, facile à arracher ou à perdre. La seconde est la seule chose qui reste à toi quand tout le reste change. Celui qui base sa sécurité sur l'extérieur vit sur une corde raide. Chaque fois que le monde bouge, il ressent le vertige de l'insécurité. En revanche, celui qui fait du caractère sa plus grande possession peut marcher fermement même lorsque le sol tremble. L'intégrité ne dépend pas de la commodité du moment. C'est le résultat de centaines de décisions inconfortables que tu prends en privé. La vie quotidienne est pleine de ces micro-décisions. Choisir l'honnêteté quand mentir te coûterait rien. Garder son calme pendant que tout le monde perd la tête. Renoncer à la plainte facile et opter pour l'action. Chacune laisse une marque, ajoute ou retire à ce que tu es à l'intérieur. Il n'y a pas de plus grande pauvreté que celle de celui qui a tout, sauf lui-même. Le matériel est un prêt, le caractère est une propriété. Tu peux perdre la santé, le travail, la réputation, mais tant que tu restes fidèle à tes principes, tu es toujours maître de toi. Le caractère est le seul refuge qui ne s'enflamme pas au premier contretemps. La discipline de le construire exige de surveiller tes pensées, de filtrer tes motivations, de polir tes réactions. Cela implique d'accepter le coût de décevoir les autres plutôt que de te trahir toi-même. Il y a des moments où la vie te coince et t'offre des raccourcis.
abandonner, mentir, s'adapter à ce qui te dégrade. Si tu cèdes, peut-être que personne ne le remarquera, mais toi, tu le sais. La pire perte est celle de la confiance en soi. Répète cela jusqu'à l'enregistrer. Rien d'extérieur ne peut te retirer ce que tu construis à l'intérieur. Le caractère est une richesse invulnérable. Fais-en ta possession principale et personne ne pourra te ravir la paix. 5. Priorise l'essentiel. Souviens-toi de ta finitude. Le temps que tu perds, personne ne te le rendra. C'est la blessure que tu ignores chaque jour pendant que tu te distrais avec le trivial, pendant que tu remets à plus tard ce qui compte vraiment et que tu te convaincs avec des arguments fallacieux que tu auras bien l'occasion. Tu ne l'auras pas. Si tu n'es pas capable de te regarder en face et d'admettre que ta vie est finie, tu continueras à offrir tes heures aux premiers caprices, au drame des autres, à l'urgence inventée. As-tu vraiment besoin d'un autre rappel pour comprendre que l'essentiel n'attend pas? Il n'y a pas de plus grande auto-illusion que de te croire immortel dans la pratique, même si tu répètes par cœur que la vie est courte. Prioriser l'essentiel implique une brutalité envers soi-même, couper sans pitié le superflu, cesser de justifier l'accumulation de tâches en attente, la surcharge d'engagements inutiles, l'addiction au divertissement sans but. Chaque fois que tu remets à plus tard ce qui est important, tu laisses l'inertie décider pour toi, et l'inertie ne sait que t'emmener vers la médiocrité. Tu n'es la victime de l'agenda de personne, ni de la désorganisation mondiale. Tu es l'otage de tes propres priorités déformées. Assez d'excuses. Personne ne va organiser ta vie sauf toi. Le stoïcisme n'est pas une invitation au minimalisme décoratif, c'est un mandat de lucidité. Reconnais ce qui a un poids réel et ce qui ne fait que prendre de la place. Ton temps est limité et ton énergie ne se régénère pas par magie. La plupart vivent comme s'ils avaient 1000 secondes chance, comme si les jours étaient une dette qu'on peut refinancer. Ce ne sont pas des secondes chances. Chaque jour que tu perds dans le superflu est un investissement perdu que tu ne récupéreras jamais. Ne te trompe pas. Ton calendrier, tes routines, tes conversations, tes habitudes de consommation, tout parle de ce à quoi tu donnes vraiment de la valeur. L'essentiel se défend chaque jour. Il ne se prêche pas le dimanche, ni ne se récupère dans une crise. Souviens-toi de ta finitude, car c'est là ta seule avantage stratégique. Quand tu es conscient que la mort est le seul dénouement garanti, les déchets émotionnels et les engagements vides perdent tout leur pouvoir. Celui qui oublie sa limite finit par vivre comme un touriste dans sa propre existence, toujours en attendant le moment idéal pour faire ce qu'il devrait déjà faire. Ne gaspille pas ta vie dans ce qui ne compte pas. Le courage n'est pas de faire plus, mais de faire seulement ce qui transforme. Ne te laisse pas distraire par le superflu. Tu seras jugé par ce que tu as priorisé, pas par ce que tu as accumulé. La sérénité est un privilège que seul obtient celui qui a le courage de se concentrer sur ce qui importe et l'humilité d'accepter qu'il n'y aura pas de seconde chance. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Tu perds le contrôle quand tu oublies l'essentiel. Personne ne va te rappeler cela tous les jours. Fais-le toi-même avant qu'il ne soit trop tard. 6. Transformer les obstacles en opportunités internes. Personne ne va adoucir le coup. Les obstacles n'existent pas pour vous abattre, mais pour exposer la qualité de votre réaction. Chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, le matériau avec lequel votre monde intérieur est construit se révèle immédiatement. Vous pouvez passer votre vie à attendre des conditions idéales ou à vous lamenter sur les pierres sur le chemin, mais la vérité inconfortable est que ce qui vous arrête est rarement le fait en lui-même, mais l'interprétation que vous en faites. L'obstacle n'est qu'un fait. La souffrance supplémentaire est un impôt mental que vous choisissez de payer. Combien de fois votre première réponse est-elle de vous plaindre, de vous sentir victime ou de renier votre sort? Ce réflexe automatique n'est pas innocent. C'est le résultat d'années à programmer votre esprit à chercher des coupables à l'extérieur et à éviter de regarder votre propre fragilité. Le piège est de croire que la vie vous doit du confort ou que les problèmes sont des épreuves injustes. Personne n'a garanti un chemin dégagé ni de protection contre l'adversité.
Les obstacles sont inévitables, mais votre façon de les affronter est optionnelle. C'est ici que le stoïcisme devient brutalement pratique. Il exige que vous analysiez votre réaction interne, que vous dénudiez vos croyances les plus confortables et que vous vous demandiez quelle opportunité se cache dans ce que vous rejetez d'emblée. Le mécanisme est simple et impitoyable. Chaque fois que quelque chose vous dérange, vous avez deux options. Soit vous répétez le vieux schéma de résistance et d'usure, soit vous utilisez cet événement comme matériau pour renforcer votre caractère. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, ni de faire semblant que tout ce qui est difficile est automatiquement précieux. Il s'agit de comprendre que chaque obstacle est une invitation à briser une faiblesse interne, à entraîner une vertu que vous ne maîtrisez pas encore, à revoir le filtre avec lequel vous jugez vos circonstances. La véritable transformation se produit lorsque vous cessez de mesurer la vie par ce qui vous est facile et commencez à la voir comme une série d'opportunités pour polir votre caractère. La croissance est une dette qui se paie par un inconfort volontaire. Chaque fois que vous relevez le défi de transformer la difficulté en apprentissage, vous brisez la chaîne de la réaction automatique et devenez maître de votre expérience. Vous n'êtes pas un spectateur passif de vos problèmes, vous êtes l'artisan de vos réponses. L'obstacle cesse d'être un piège lorsque vous découvrez quel muscle interne vous pouvez exercer à partir de lui. C'est la différence entre vivre à la merci des faits et vivre comme un protagoniste conscient. Rien d'extérieur ne vous arrête autant que votre résistance interne à accepter et à tirer parti de ce qui se passe. Celui qui transforme l'obstacle en entraînement forge une résilience qui ne dépend pas de la chance. Souvenez-vous de ceci, chaque difficulté est un investissement dans votre force, si vous osez l'utiliser. Ce que vous ne transformez pas vous pèse. Ce que vous affrontez avec honnêteté vous libère. 7. Renonce volontairement à l'excès matériel. Tu ouvres l'armoire et tu te retrouves avec des vêtements que tu n'as pas portés depuis des mois, peut-être des années. Dans le garde-manger, des aliments que tu as achetés sur un coup de tête et dont tu ne te souviens même plus pourquoi. Sur la table, des appareils qui promettaient de te simplifier la vie et qui aujourd'hui ne font que prendre de la place. Le schéma est clair. Tu accumules des objets, des engagements, des distractions. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce qu'à un moment donné, tu as pensé qu'en remplissant l'extérieur, tu pourrais combler un vide intérieur. L'excès matériel est une réaction automatique à l'inconfort d'être avec soi-même. Il est plus simple d'anesthésier l'insatisfaction en achetant, en collectionnant, en remplissant des espaces, que d'affronter la racine de ton agitation. Tu te convaincs que tu le fais par praticité, prévention ou mérite, mais la plupart de ces justifications ne sont que des couches d'auto-tromperie. Le résultat est un esprit saturé, une vie lourde, une liberté hypothéquée à ce que tu possèdes. Le mécanisme est insidieux. Chaque objet supplémentaire promet une utilité, mais finit par exiger de l'attention, de l'entretien, de l'ordre. Chaque chose que tu gardes occupe non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. L'excès n'est pas seulement une question de mètres carrés, c'est un fardeau invisible qui vole la clarté et te distrait de l'essentiel. Pense à la façon dont la peur de perdre ou l'anxiété d'en avoir plus te poussent à confondre abondance et bien-être. Au final, tu multiplies seulement la dépendance, car plus tu accumules, plus tu t'identifies à ce que tu possèdes et plus tu crains de le perdre. Ainsi, l'excès matériel n'est pas un signe de succès, mais d'insécurité mal gérée. La paradoxe est brutale. Tu cherches la sécurité dans ce qui, en réalité, te rend plus fragile. Renoncer volontairement à l'excès n'est pas un geste esthétique ni une mode passagère. C'est une stratégie d'auto-leaderie. Décider ce qui est superflu et ce qui apporte réellement de la valeur est un exercice d'honnêteté radicale et de pouvoir personnel. Le détachement conscient n'est pas de la pauvreté, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. C'est s'entraîner à dépendre de moins en moins de l'extérieur et à renforcer le muscle de la suffisance interne. Lorsque tu choisis de lâcher prise, quelque chose se libère en toi.
Tu cesses de mesurer ta valeur par ce que tu possèdes et reprends le contrôle sur ce qui compte vraiment. L'excès est une ancre mentale. Le renoncement volontaire est une déclaration de liberté. Voici la ligne que tu dois graver. Ce que tu possèdes te possède si tu ne le surveilles pas. Fais l'inventaire. Chaque objet inutile est une décision en attente. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum par dogme, mais de reconfigurer ta relation avec le matériel. Le stoïcisme te demande de mettre chaque chose à sa place. Outils, pas amulette, ressources, pas identité. La légèreté est pouvoir. Lorsque tu choisis de ne porter que l'essentiel, tout ce qui est superflu perd son emprise sur toi. C'est là que commence la véritable indépendance, lorsque tu peux lâcher prise sans te sentir moins, et que tu découvres que l'indispensable tient presque toujours dans une seule décision. Moins de poids, plus de clarté. 8. Accepte la réalité sans résistance inutile. Ce n'est pas facile à admettre, mais il y a des moments où je me surprends à serrer la mâchoire ou à fermer les poings sans m'en rendre compte. C'est comme si une partie de moi, profondément ancrée, se rebellait en silence contre tout ce qui ne se passe pas comme je le souhaite. Je vois mon reflet dans la fenêtre, tandis que la nouvelle inattendue apparaît sur l'écran de mon téléphone. Ou quand un plan change brusquement et que cette gêne physique, cette sorte de tension dans les épaules, s'installe immédiatement. Le corps le trahit avant l'esprit, la respiration se raccourcit, le geste se durcit, le regard cherche un point fixe, comme s'il essayait de résister à l'évidence que le monde ne va pas s'adapter à mes désirs. Il y a un instinct presque enfantin qui s'active et exige que les choses soient différentes, que l'inconfort disparaisse et que l'inévitable se plie à mes préférences. Mais la réalité ne négocie pas. Je peux voir la chaîne de micro-gestes qui se répètent chaque fois que je me résiste. Un soupir impatient lorsque la file avance lentement. Le froncement de sourcils quand quelqu'un dit quelque chose que je ne veux pas entendre, les doigts frappant la table pendant que j'attends qu'une situation hors de mon contrôle se résolve. C'est une séquence absurde, comme si serrer les dents pouvait changer le temps, ou comme si désirer qu'une autre personne agisse différemment avait un pouvoir réel. La résistance inutile s'immisce dans les moindres détails. Vouloir remonter le temps, effacer un mot déjà prononcé, éditer la réalité comme si c'était un fichier numérique. Mais la vie n'accepte pas les commandes d'annulation. L'honnêteté consiste à reconnaître que cette impulsion de s'opposer à ce qui est déjà n'augmente que l'usure. La tension mentale et physique s'accumule comme un poids inutile, une sorte de pénalité pour ne pas accepter le fait fondamental qu'il y a des choses hors de ma portée. La sérénité ne se construit pas en luttant contre l'inévitable, mais en apprenant à lâcher l'illusion de contrôle. L'esprit indiscipliné insiste pour se battre sur chaque détail, comme si l'entêtement était une vertu. Mais cela ne fait qu'augmenter la frustration, car rien ne change à l'extérieur lorsque tout ce que je fais est de résister à l'intérieur. Accepter n'est pas céder, c'est cesser de gaspiller de l'énergie dans des combats perdus d'avance. C'est regarder la situation telle qu'elle est, sans la maquiller ni la déformer, et décider de ce que je peux faire à partir de là. La résistance inutile est une dette émotionnelle qui ne se paie jamais. Elle ne fait que s'accumuler. Lorsque tu apprends à accepter ce que tu ne peux pas changer, tu regagnes du pouvoir sur ce qui dépend de toi. La liberté commence au moment où tu cesses de mendier à la réalité qu'elle soit différente. Respire, accepte et agis depuis ce sol ferme. Accepter est l'antidote contre la paralysie. La réalité ne se plie pas, mais tu peux cesser de te battre avec des fantômes. 9. Prends la responsabilité de ton propre destin. Tu es comme un architecte enfermé dans un bâtiment sans plan, attendant que les fondations se renforcent d'elles-mêmes, tout en croisant les bras et en lançant des reproches au climat, aux ouvriers, à la ville entière. C'est l'auto-illusion parfaite. Convaincu que la structure de ta vie dépend de facteurs extérieurs, tu t'exonères de toute responsabilité sur la forme finale. Mais la vérité est brutale. Le bâtiment, c'est toi et chaque étage que tu ne construis pas est ton choix, pas la faute de l'environnement.
Arrête de chercher des coupables dans la topographie, dans la pénurie de matériaux ou dans les bruits extérieurs. Le manque de progrès n'est que le reflet de tes décisions remises à plus tard et de ta peur de prendre le contrôle. Il y a ceux qui préfèrent rester à réviser éternellement la liste des obstacles, attendant le signal magique qui justifierait leur stagnation, mais ce qu'ils réussissent à faire, c'est perfectionner l'art de la plainte et de la paralysie. Si tu te convaincs que le destin est une succession d'accidents et non de choix, tu finis par devenir l'otage de tes propres excuses. Personne ne va construire tes murs, ni installer tes fenêtres, ni concevoir les couloirs par lesquels tu veux te déplacer. Blâmer le hasard, tes parents, l'économie ou la malchance ne construit rien. Cela ne fait qu'accumuler la poussière sur l'œuvre inachevée de ton caractère. La vérité inconfortable est que l'autoresponsabilité n'est pas une option décorative, c'est un impératif de vie. Tant que tu continues à attendre la permission de quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais maître de ton histoire. Celui qui s'installe dans le rôle de victime ne fait que perfectionner l'habitude d'abdiquer son pouvoir. Il est plus facile d'être spectateur de ta vie que d'agir en tant qu'auteur réel, mais c'est le prix de la médiocrité. Ton destin ne dépend pas d'un coup de chance, mais de la discipline brutale de décider et d'assumer les conséquences. Il n'y a qu'une seule loi ici. Ce que tu ne choisis pas, tu le choisis par omission. Il n'y a pas de neutralité dans la construction de ton destin. Chaque évasion est une renonciation, chaque justification est une brique qui manque. Personne ne va te sauver, n'est pas une menace. C'est la liberté la plus crue qui existe. Tant que tu continues à alimenter le récit selon lequel le monde te doit quelque chose, tu vivras hypothéqué à la frustration et au ressentiment. Le seul chemin vers une véritable indépendance passe par la prise en charge de chaque décision, même celles qui te mettent mal à l'aise ou te mettent en exposition. Ta biographie n'est pas un accident, c'est une succession de choix quotidiens, de renoncements douloureux et d'engagements inconfortables que tu assumes ou éludes. Le courage de prendre le gouvernail est la différence entre une vie propre et une existence empruntée. Tu n'es pas un accident de tes circonstances, tu es le résultat de tes choix. Choisis de te construire ou accepte de disparaître dans la multitude de ceux qui attendent éternellement. 10. Cultive l'ordre et la force, quoi qu'il arrive. Rien ne s'organise tout seul, le chaos est la loi par défaut. Le reconnaître n'est pas se résigner, c'est le premier pas pour cesser d'attendre que la sérénité arrive comme un visiteur inattendu. Le désordre extérieur n'est souvent que le reflet d'un esprit qui, lorsque les circonstances se compliquent, révèle la fragilité de sa discipline intérieure. La tentation d'abandonner le contrôle lorsque tout semble s'effondrer est puissante. Il y a une voix intérieure qui chuchote qu'il ne vaut plus la peine de faire des efforts, que la fatigue justifie la négligence, que plus tard il y aura le temps de reconstruire ce que vous négligez aujourd'hui. Mais cette voix est celle qui perpétue la stagnation, celle qui normalise la médiocrité sous prétexte de fatigue ou d'injustice. L'ordre mental ne s'improvise pas au moment de la crise. C'est le résultat de milliers de petites décisions inconfortables, de la vigilance constante sur la pensée et l'émotion. La véritable force n'est ni une pause ni un coup de chance. Elle naît de l'habitude de rester ferme, même lorsque tout invite à baisser les bras. Si vous tombez dans le cycle d'attendre que la tempête passe pour reprendre le contrôle, vous vous condamnez à vivre en pause, toujours à la merci de facteurs que vous ne contrôlez pas. Le plus difficile est de maintenir la structure interne pendant que l'externe s'effondre. L'esprit cherche des excuses, rationalise la paresse et construit des arguments pour reporter l'effort. Le désordre commence souvent de l'intérieur, une concession minimale, une promesse que demain sera différent, une tolérance silencieuse à la négligence. Ainsi, le désordre se normalise, le muscle de la force s'atrophie et, lorsque vous vous y attendez le moins, vous vous retrouvez à vivre une vie qui ressemble peu à ce que vous avez un jour dit vouloir. Il n'y a pas de force sans ordre, ni d'ordre sans une volonté entraînée à résister à la pression de l'immédiat. Le mécanisme est simple et brutal. Chaque fois que vous choisissez le chemin facile, le désordre prend du terrain.
Chaque fois que vous maintenez l'autocontrôle, vous renforcez la structure qui vous soutient lorsque tout tremble. La discipline n'est pas une cage, c'est la condition minimale pour la véritable liberté. Jusqu'à ce que vous entraîniez la capacité de rétablir l'ordre mental et émotionnel au milieu du chaos, vous restez otage de tout contretemps. Ce que vous ne cultivez pas pourrit. L'ordre et la force sont des investissements quotidiens, pas des récompenses accordées par chance. Vous n'êtes pas le produit de vos circonstances, mais des décisions que vous prenez juste au moment où tout semble justifier la reddition. Vous tenir à vos principes quand personne ne regarde, c'est construire des fondations qui ne dépendent pas du climat. Au final, la seule chose que personne ne peut vous arracher, c'est la fermeté avec laquelle vous choisissez de vous gouverner. Ordre et force, quoi qu'il arrive, c'est la différence entre survivre et vivre à votre hauteur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.